Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des C-Prime Days. Nous continuons ce matin à nous intéresser à l'importance des outils digitaux pour nos secteurs des industries graphiques au sens large et au rôle que ces outils peuvent jouer pour optimiser les performances des entreprises. Alors hier, nous avons parlé déjà de Web to Print, nous avons parlé aussi de support connecté, le monde du digital est très vaste, mais aujourd'hui, nous allons explorer une autre voie et un autre aspect de ce que l'on appelle justement le digital. Chacun dans leur secteur, nos invités ont créé pour leurs clients des plateformes personnalisées de commande en ligne, des outils d'aide à la vente performants qui leur ont permis de mettre en place des stratégies gagnantes pour leurs clients, mais aussi pour eux et aussi pour la planète, avec une consommation plus juste des ressources. Donc le digital, un outil d'innovation au service du print. Alors on en parle ce matin avec Mélanie Rioux-Desurier. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes PDG de l'entreprise Rioux Solutions et Olivier Jimenez. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes directeur de l'agence de design Himalaya. Donc, Olivier, je vais commencer avec vous. Donc, une courte présentation. Donc, vous avez fondé Himalaya en 2013. C'est une agence de design spécialisée dans la création de stands sur mesure et dans l'agencement d'espace. La pandémie a évidemment porté un coup d'arrêt à votre activité, mais elle n'a pas entamé votre énergie et vous y avez même vu une opportunité pour conforter une stratégie de développement qui est la vôtre depuis le début et qui est basée sur le design et surtout le conseil et l'accompagnement de vos clients. Vous avez notamment profité du temps qui vous était donné pour réfléchir à la façon qu'auront les marques de consommer du stand demain, puisque oui, nous referons des salons. Et oui, nous essaierons d'être sur C-Print les 8, 9 et 10 juin prochains. C'est bien l'ambition de tout le monde. Et donc, cette réflexion, vous l'avez menée avec un de vos clients qui s'appelle NJ Solutions. Et racontez-nous cette histoire. Alors nous, c'est vrai que chez Himalaya, dans un premier temps, on a toujours considéré que le design, c'était pas quelque chose qui était lié à la structure, c'était pas structurel, mais c'était vraiment une approche beaucoup plus globale dans l'accompagnement client et dans toute la partie conseil. C'est-à-dire vraiment pouvoir adapter des solutions, qu'elles soient digitales, physiques, hybrides, qui puissent vraiment être en corrélation avec ses besoins, qui soient définis ou qui soient à trouver, parce que bien souvent, le digital permet aussi d'apporter des solutions à des besoins qui n'ont pas encore été identifiés. C'est ça qui est assez intéressant. Bien que le digital soit toujours un outil, c'est comme ça qu'on conçoit chez Himalaya le digital. C'est jamais une fin en soi, c'est toujours un moyen d'arriver à quelque chose, de proposer quelque chose. Et donc c'est vrai que dans cette démarche-là, quand on a eu le coup d'arrêt au mois de mars, on travaille déjà depuis très très longtemps sur cette approche-là et une manière de créer, de permettre à nos clients d'aller à la rencontre de leurs propres clients via des médias, des supports qui dépassent vraiment les salons. C'était vraiment cette idée que le salon venait s'inscrire dans une stratégie qui était beaucoup plus globale et qu'il fallait pouvoir créer un lien, ce qu'on appelle du marketing relationnel, créer un lien entre l'avant-salon, le salon lui-même et l'après-salon. Et ce qui est très intéressant avec l'outil digital, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir apporter des solutions dans ces trois aspects de la relation client, avant, pendant et après. Donc c'est vrai qu'on a été contacté par NJ courant de l'été 2020. NJ qui avait abordé NJ Solutions plusieurs problématiques, qui souhaitait notamment pouvoir harmoniser l'ensemble de ces stands pour avoir vraiment un contrôle sur l'aspect cherté des visuels. Mais c'était très important aussi pour eux, peut-être même encore plus encore, de pouvoir réduire au maximum l'empreinte carbone pour essayer d'arriver à des stands vraiment zéro carbone et de pouvoir trouver des solutions pour apporter à leurs collaborateurs une manière de consommer, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est un petit peu ça, de consommer du stand de manière beaucoup plus intuitive et qui puissent du coup gagner beaucoup de temps et vraiment eux se concentrer sur leur valeur ajoutée et sur leur cœur de métier, ce qui est très important. Parce que vous, en fait, avant cet outil, c'était plusieurs interlocuteurs avec pas forcément les mêmes informations, pas forcément les mêmes Oui, contraintes, pas forcément les mêmes cahiers des charges. c'est Donc, ça. c'était un Et peu éparpillé l'image. Oui. tout à fait. Et ce qui nous a beaucoup plu dans la démarche d'Engie, c'est que déjà pour un projet comme celui-là, on ne peut pas concevoir que le digital soit plus important que l'aspect humain. C'est vrai on a beaucoup tendance à comparer le présentiel lui-même vraiment et le digital. Pour moi, plus le projet demande à être automatisé et apporter une solution digitale, plus l'implication humaine à tous les niveaux est importante. Et ce qui a été vraiment très agréable dans le développement de ce projet-là, c'est l'implication qu'a eu NJ de par sa démarche déjà. Il savait exactement ce qu'il voulait en termes de produits finis et d'utilisation. Et
mais aussi par rapport à toutes les personnes avec qui on va travailler après ce projet-là, puisqu'encore une fois, on a créé une plateforme qui est un outil, mais derrière, ça libère un champ avec plein de fournisseurs différents qui est un écosystème de travail où chaque personne s'est impliquée en amont du projet. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on ne peut pas concevoir une plateforme digitale si la partie logistique n'est pas pensée en amont. Donc, on a vraiment intégré la réflexion de notre prestataire, notamment structurel, dans la conception de la plateforme, notamment au niveau des configurations que vous verrez tout à l'heure. Alors, je vous propose, on va regarder le petit film que vous nous avez envoyé qui présente la plateforme et Oui. ensuite on en parle. Allez. Allez. Alors, je rallume mon micro. Voilà. Donc, on a eu voilà, un aperçu dynamique de toute cette solution. Donc, c'était juste comprendre donc, le mode de fonctionnement qui a été, que vous avez mis en place pour la créer. Donc, parce que vous avez intégré, vous m'avez dit, toutes les parties prenantes jusqu'au fournisseur. Donc, en fait, c'est vous qui avez été le maître d'œuvre de bout en bout à partir du brief d'Engie, y compris pour le choix des fournisseurs de solutions pour les stands finaux. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, en fait, on a vraiment globalisé toute la partie réflexion. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on a reçu le cahier des charges et la demande d'Engie, qui était la création d'une plateforme, et il y avait toute la partie aussi derrière logistique, c'est-à-dire pouvoir suivre, fabriquer des stands, pouvoir les suivre, les monter, les stocker, etc. Donc, ce qui était intéressant dans le projet, c'est que le fait de globaliser toutes les demandes, qu'elles soient digitales ou vraiment purement logistiques, ça nous permettait vraiment de penser le besoin Engie, notamment au niveau de l'empreinte carbone, de A à Z. Donc, on a créé la plateforme sur des serveurs dédiés qui permettent de consommer moins d'énergie. On retrouve un mode sombre sur la plateforme qui permet aussi de consommer moins d'énergie. Donc, on est vraiment sur une plateforme qui est très peu énergivore et qui permet déjà, dès la base, de pouvoir correspondre à cette demande-là. L'autre aspect, c'est que quand on a choisi puisque bien sûr on a sélectionné nous chez Himalaya la solution structurelle qui permettait de pouvoir répondre aux besoins. Donc il fallait qu'elle soit modulable, il fallait qu'elle soit réutilisable, il fallait qu'elle soit facilement stockable pour des raisons économiques, pour des raisons pratiques et pour des raisons environnementales également. Donc on a travaillé beaucoup avec la responsable de projet chez Engie, avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions communes sur ces différents sujets-là, qui a permis d'éviter de proposer quelque chose de définitif à la remise de l'appel d'offres. C'est-à-dire que le fait de travailler vraiment de concert sur toute la réflexion globale, on est arrivé à proposer une plateforme qui intégrait déjà les configurations, qui intégrait déjà la solution structurelle et qui comprenait également toute la partie logistique derrière. Donc, c'est ce qui était très intéressant. Et on a même pensé vraiment à la réflexion de très loin, puisque notamment au niveau des visuels, puisqu'on est parti sur une structure alu que beaucoup de confrères, je pense, connaissent, et avec des tissus tendus imprimés en sublimation. Donc, il y a tout un système, tout un procédé déjà qui est éco-responsable dans la sublimation en elle-même, qui permet d'atteindre une qualité quand même assez exceptionnelle en termes d'impression, mais surtout qui permet de reconditionner les visuels. C'est-à-dire qu'on a greffé à ça notre association, les Petits Sherpas, puisqu'on a une association caritative avec ma femme, et on récupère en fait tous les visuels qui ne sont pas réutilisés, donc pas réutilisables, hein, réutilisés, et on les reconditionne pour en faire notamment des sacs qu'on va après venir amener dans des écoles dans différents points qu'on a au Sénégal, à Madagascar. On a déjà fait des projets sur les années qui ont passé.
Donc, il y a vraiment en fait tout un écosystème de travail qui s'est greffé autour du besoin NJ, puisque c'est NJ qui est à l'origine de la demande, qui est vraiment le côté éco-responsabilité, mais aussi économie. Et je crois qu'aujourd'hui, la notion d'économie, elle est très importante parce qu'elle ne considère pas juste le client qui veut dépenser moins d'argent, mais je pense que c'est tout un schéma de réflexion qui a une part de responsabilisation très importante, puisque l'argent aujourd'hui, moins on en dépense et moins ça génère d'actions et donc ça s'inscrit aussi dans la logique d'éco-responsabilité. Voilà. Donc ça, j'ai bien compris pour les valeurs qui sont incarnées dans la plateforme elle-même, dans sa conception, dans le choix aussi des matériaux. Ça, c'est les valeurs que vous défendez aussi chez Himalaya depuis la création, y compris sur la réutilisation, la modularité des supports. Il y a aussi une tendance quand même qui est importante dans nos secteurs, qui est la personnalisation. Donc même si on veut, donc je sais que les visuels textiles, c'est très facilement modulable. En fait, vous pouvez les récupérer avec l'association, votre association, mais aussi on peut en mettre d'autres. Est-ce que cette personnalisation justement des visuels est intégrée dans le site? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'Engie engage différents types de communication ou même change de logo, pourquoi pas. Est-ce que sur la plateforme, c'est facilement modifiable pour ensuite commander les bons visuels au bon prestataire au bon moment pour la bonne opération? Alors encore une fois, on est quand même sur le stand. Donc c'est-à-dire que le média stand, ce média salon, c'est quand même très particulier. Ça demande d'avoir un suivi qui peut pas être 100% automatisé. Donc pour le moment, sur le premier livrable, ce qu'on a proposé, on a un forfait création graphique qui permet donc de proposer des stands qui sont pré-chartés, qu'on a validé avec Engie en amont, qui correspondent un peu au visuel générique d'Engie Solutions. Mais on a la possibilité de pouvoir customiser vraiment pour chaque événement en particulier, donc avec des messages bien spécifiques pour les entités qui le souhaiteraient ou les collaborateurs, chacune des configurations qui est présente. L'objectif dans un prochain livrable, c'est vraiment de pouvoir automatiser cette partie-là aussi et de pouvoir pré-créer en amont peut-être une dizaine, une vingtaine de visuels pré-chartés, pré-taillés et que le collaborateur puisse venir sélectionner ces messages et les intégrer directement dans la plateforme en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est vraiment l'objectif in fine vers lequel on souhaiterait arriver, sachant qu'encore une fois, on n'a jamais cherché avec Engie à aller vers une ergonomie qui serait pas au service du collaborateur. Il ne faut pas non plus que la plateforme elle soit pas compréhensible, qu'elle soit trop compliquée à utiliser. Donc on maintient tout de même un accompagnement humain derrière sur la commande en ligne. Et pour l'autre bout de la chaîne, donc, je suis par exemple responsable d'un événement chez Engie, je vais commander mon espace, je vais choisir mon bon message en version 2. C'est connecté directement à votre prestataire final qui va imprimer? Comment ça se passe? Alors, ou ça non, c'est génère un relié bon de chez nous. commande? C'est vous qui pour passez Oui, alors en fait, après, c'est vraiment des questions d'organisation. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir automatiser une partie de la relation commerciale pour faire gagner du temps aux collaborateurs. Mais derrière, on a préféré garder la main chez Himalaya sur la partie administrative et juridique pour pouvoir aussi assurer à NJ un process qui correspond aussi à leur gestion fournisseur et qui vraiment, encore une fois, leur permet de leur faciliter la vie à eux. Donc, on va dire qu'on va automatiser 80% du process commercial à partir du besoin jusqu'à la commande. Et après, derrière, on assure un suivi humain, mais qui permet aussi, du coup, à la personne qui a commandé de se sentir aussi rassurée et accompagnée, puisqu'on a quand même une grosse part de logistique derrière sur l'installation, sur le stockage, sur toutes ces prestations-là, quoi. D'accord, donc Mais tout est centralisé chez nous, chez Himalaya. oui, d'accord. Ça signifie qu'il y a, en période de grande production salon, comme ça va revenir bientôt, vous avez une personne dédiée, j'imagine, C'est tout à fait ça. En fait, aux clients. on a récupéré exactement la même démarche que chez Engie, c'est-à-dire chez Engie, une des principales objectifs, c'était de pouvoir créer de la valeur ajoutée métier aux collaborateurs en faisant en sorte qu'ils puissent gagner du temps en se déchargeant de ce qui leur prenait du temps avant. Nous, on a eu la même démarche chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, notre cœur de métier à nous, ça reste quand même le design dans sa globalité, c'est-à-dire la conception, le fait de la réflexion et l'organisation, puisque c'est ça le design à la base. Et donc, on récupère cette organisation-là, on pilote cette organisation-là, on automatise le design, mais on garde quand même cet aspect-là qui est très, très, très important et qui va permettre quand même de rassurer à la fois le client, mais également le prestataire, le fournisseur derrière qui va s'occuper du montage, puisque lui, il va se sentir aussi encadré et par un interlocuteur en plus qui est unique. Voilà.
Du coup, le fait que vous gardiez la main justement sur les fournisseurs en accord avec votre client vous permet d'intégrer peut-être aussi des compétences auxquelles vous n'auriez pas pensé. Je pense évidemment au digital, cette fois-ci sur les stands. Là, vous avez un prestataire, enfin une marque que l'on connaît donc qui fait du stand et avec qui vous travaillez, mais on peut imaginer ajouter des écrans, enfin tout ce qui peut composer un stand, ça peut aller jusque-là, la plateforme, c'est-à-dire gérer jusque même Oui. au mobilier, enfin on peut imaginer Ah oui, bien sûr, oui. toutes les solutions possibles imaginables. Bien sûr. Donc la plateforme gère déjà tout ce qui est mobilier, donc ça va Ouais, du simple salon jusqu'à les prises USB pour recharger les téléphones, les machines à café, les dosettes, etc. Nous, on a aussi conçu en avril, on n'a pas chômé sur ce point-là, on a conçu une borne tactile avec gel hydroalcoolique qui s'appelle Dizzy. Donc, on a créé avec Himalaya et en partenariat avec une autre société qui faisait déjà un petit peu ça dans les salons. L'idée de cette borne-là, c'était de pouvoir aussi permettre d'automatiser toute la partie relations commerciales et d'anticiper les questions et les problématiques sanitaires auxquelles on allait être confronté à la reprise. Donc, ça permet vraiment d'apporter une réponse aussi à Engie qui est cohérente par rapport à ses besoins, puisque la borne Easy permet de remplacer le papier notamment. Donc, sur les salons, on sait que c'est important. Donc, je ne dis pas que le papier, c'est pas important, surtout pas, parce que c'est très, très, très important. Mais sur les salons, on sait que de plus en plus de salons, malheureusement, pour des questions de logistique, de problématiques, mettent un frein sur tout ce qui est arrivage de brochures, etc. Donc, on a cette borne-là qui permet de pouvoir apporter une réponse, pas de remplacement, mais d'optimisation. Voilà. d'accord. Donc je comprends bien. Vous, donc très souple et très adaptable cette plateforme. Qui est propriétaire aujourd'hui de l'outil? C'est vous ou c'est la marque? Alors, dans CNJ, il faut savoir que l'outil, c'est pas un outil qui est en marque blanche, qu'on a revendu ou qu'on loue, c'est vraiment un outil qu'on a créé sur mesure pour NJ. D'ailleurs, le nom Léon, ça a été vraiment créé pour ça, hein, puisque c'est logistique et NJ Online. Donc, ça permet vraiment de répondre aux besoins d'NJ. Si demain on avait une autre demande, on a eu d'autres demandes, on travaille sur d'autres projets en parallèle, les plateformes qu'on est en train de développer n'ont absolument rien à voir avec celles qu'on a présentées à Engie. C'est vraiment des choses totalement différentes et vraiment adaptées aux besoins du client. Et comment vous garantissez la fidélité du coup alors là c'est très tôt, hein, mais d'Engie par rapport à cet outil, Engie pourrait être tenté finalement de changer ensuite de designer pour et conserver cet outil que vous avez développé pour lui. Est-ce qu'il y a des accords justement entre vous et votre client? Bon, On le imagine projet que a été oui. contractualisé. Maintenant, vous savez, puisque vous en avez l'habitude, et je pense que pour Mélanie, c'est pareil, on est sur des métiers où il y a très peu de contractualisation, il y a beaucoup de confiance encore. Donc, ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup d'humains. Et nous, c'est vrai que chez Himalaya, on aime encore penser que le fond est aussi important que la forme et que la forme est aussi importante que le fond. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, on est toujours resté ce qu'on était en fait en termes de forme. On va pas jouer à être autre chose. On est assez dans l'affect, assez convivial, etc. Donc je pense que ça y joue pour beaucoup dans la construction de la relation avec le client et dans le fait que le client reste longtemps avec nous derrière. Par contre, c'est aussi important d'avoir du fond, puisque la qualité relationnelle ne suffit pas. Et que de fond, on travaille quand même avec des prestataires aujourd'hui qui ont plus de 30 ans d'expérience et qui apportent quand même une qualité de service et un confort de travail qui fait que on a nos clients depuis de nombreuses années et ça ne nous est jamais arrivé qu'un client aille voir ailleurs en 7 ans maintenant, quoi. Une dernière question et puis ensuite je donnerai la parole à Mélanie. Donc vous avez développé cet outil durant l'été Oui. 2020 où l'activité des salons était encore extrêmement calme. Vous avez pu le tester, cet outil en réel dans la vraie vie, peut-être à la fenêtre de tir à la rentrée en septembre. Est-ce Alors, que on l'a pas texté exactement sur un projet réel, puisqu'en fait, en septembre, l'outil était encore en version bêta, donc il était en train d'être validé. On a fait par contre de nombreux tests et avec les collaborateurs, donc il y a plus d'une trentaine de tests qui ont été effectués. Donc la phase vraiment de test a duré très 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 longtemps, de recettage. Donc le site aujourd'hui, il est opérationnel, il est prêt à être utilisé pour la reprise rapidement. On y croit. Mais voilà, donc c'est un outil qui est fonctionnel et qui attend le feu vert de notre des gouvernement. autorités pour Voilà, d'accord. tout à fait. Bon, très bien, on va suivre ça de près.
Mélanie, maintenant, merci Olivier. Je me tourne vers vous. Donc, je l'ai dit en introduction, vous dirigez l'entreprise Ryu Solutions, dont l'expertise donc repose depuis toujours sur la maîtrise du fichier. Il y a un mot que je ne prononcerai pas. Vous maîtrisez le fichier. Voilà. Vos compétences sont multiples et vont donc de l'impression au merchandising en passant par le web to print, la réalité augmentée, les flux digitaux, la conception de projets, de PLV, de design 3D, de vidéo, donc de nombreuses compétences. Et parmi donc vos chevaux de bataille, un petit peu comme Olivier, l'imprimer juste est au cœur de votre stratégie. Donc fournir le bon projet au bon moment. Vous développez pour cela également des outils performants pour aider vos clients de la grande distribution à commander le bon produit au bon moment dans la bonne quantité. Vous avez déjà développé plusieurs solutions pour plusieurs enseignes. On vous avait déjà écouté pour l'enseigne Cora notamment. Vous avez aussi travaillé pour la Fnac. Et la Fnac qui a été rejoint par Darty. Ils font partie désormais du même groupe et c'est l'exemple que vous nous présentez aujourd'hui et celui que vous êtes en train de mettre en place donc avec cette enseigne. Alors, je vais vous laisser nous expliquer votre démarche au sein de Ryu Solutions et ensuite, on ira chez Darty. C'est vrai que Olivier parlait d'affect tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'ai une affection particulière pour ce qu'on avait créé en 2010 pour la Fnac, puisque c'était une idée un peu obscure que j'avais eue un matin en me levant parce que je voyais que à l'époque, alors c'était pas pour la Fnac puisqu'ils ne nous connaissaient pas en tant qu'imprimeur, mais en me disant bah voilà, on travaillait pour une ancienne et on travaille toujours pour une enseigne de distribution et systématiquement on envoyait exactement la même volumétrie de support imprimé, qu'il s'agissait du balisage ou de la PLV, etc., quelle que soit la surface du magasin, qu'il soit petit, moyen ou grand. Et je me suis dit ok, on imprime, ok, on a quand même des informations, on a de la donnée, la maîtrise du fichier, c'est aussi dans la gestion de la donnée. Pourquoi pas ne pas imprimer juste? Imprimer juste d'une manière écologique, parce que moi, il n'y a rien qui me fasse plus mal que de voir un magasin qui va acheter 2/3 des PLV que je lui envoie parce que c'est un petit magasin. Oui, j'ai une conscience écologique. Je trouve que l'éco-conception dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est important aussi, et se mettre dans un aspect on va dire depuis la création du support imprimé jusqu'à sa logistique, en passant par des outils effectivement qui permettent au point de vente d'imprimer ce dont il a réellement besoin. Pour moi, c'est capital. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'existait pas d'outils, de plateformes prêtes à utiliser pour commander juste et pouvoir acheter directement ces supports imprimés. Donc là, c'était un challenge. Et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour la Fnac et qui nous amène aujourd'hui à parler de Darty, mais parce qu'en fin de compte, ils ne nous connaissaient pas. Nous, la maîtrise d'une plateforme de commande, c'était effectivement une idée que j'avais, mais il n'y avait pas de solution, on va dire, préexistante. À l'inverse de maintenant, il existe beaucoup de solutions aujourd'hui prêtes à être utilisées. Et donc, la difficulté de l'époque, effectivement, des magasins Fnac, c'est qu'il y en avait 85 comme aujourd'hui, mais c'était, voilà, la problématique du merchandising à l'époque, c'était, voilà, j'ai un parc de magasins avec des configurations différentes. D'aucuns seront sur un agencement A sur le rayon du livre, d'autres seront sur un agencement B sur le rayon du disque, par exemple. Et donc, ça veut dire que cet agencement physique du magasin déterminait la manière dont on allait imprimer, sur quel support, dans quelle matière, etc., mais aussi dans quel format. Donc, on avait une multitude de freins qui, a priori, étaient des freins, mais qu'on a su lever en créant cette plateforme. Alors, cette plateforme, vous voyez, elle est un petit peu désuète. Je vois qu'il y a eu un partage. Elle a 10 ans. Voilà. Donc, elle a été faite vraiment, c'était un développement pur, puisqu'il a fallu prendre en compte la connexion des magasins, le fait d'être pouvoir relié directement au service de gestion des commandes du groupe Fnac. Enfin, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle a fait son temps. Donc, tout à l'heure, vous annonciez, Cécile, que effectivement Darty arrive, mais la Fnac va avoir le droit aussi à son relooking. Donc, voilà, je pense que c'est important d'offrir un support qui soit effectivement fluide, qui n'apporte pas plus de travail. Ce que disait Olivier tout à l'heure, aux gestionnaires, les merchandisers, ils ont autre chose à faire que de prendre leur téléphone et appeler chacun de leurs points de vente en disant, voilà, on fait une nouvelle campagne pour tel distributeur en téléphonie. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Non, l'outil, c'est vraiment une plateforme que j'aime à dire collaborative, dans le sens où on met à disposition des produits
pour des vendeurs. Vous faisiez allusion tout à l'heure, Cécile, à ce qu'on a mis en place pour les magasins Cora. Aujourd'hui, les publics qui sont connectés sur les, sur les plateformes Fnac et Darty ne sont pas des publics de la communication. Chez Cora, ce sont vraiment les responsables communication signalétique qui ont accès à notre plateforme et ils commandent les supports de com dont ils ont besoin. Là, en l'occurrence, pour la Fnac et pour Darty, ce sont des responsables de rayon. Ils ont autre chose à faire que de se poser la question, ah oui, ce panneau-là, je suis sur un mur, donc je vais le commander une impression sur du bois, ou je suis sur ce support-là, ça va être du magnétique. Donc en gros, la mise en place de la plateforme a été de prendre aussi en considération justement tous ces freins qui auraient pu être pour un vendeur, il a autre chose à faire, lui son boulot c'est d'être au contact de son propre client. Donc l'idée c'est vraiment il ne se pose pas de questions. Il a un login, il a un mot de passe et grâce à ces identifiants, on l'amène directement là où il a le droit d'aller. Donc, en fonction de sa configuration de magasin, petit, moyen, grand, schématisme à peu près c'est ça, en fonction des matériaux qu'on doit utiliser pour imprimer. Voilà. Donc aujourd'hui, les prérequis pour la Fnac qui étaient valables il y a 10 ans sont toujours les mêmes et sont les mêmes aussi pour Darty. Donc effectivement, là, Darty, depuis le rachat, en tout cas le rapprochement Fnac-Darty, alors qu'on passe d'un parc de 85 magasins à Fnac, on passe à plus de 400 pour Darty. Donc on s'est dit, wow, ça va faire beaucoup quand même. Non, en fin de compte, ça se fait aussi naturellement que ça. Alors l'intérêt, c'est que aujourd'hui, on a des outils qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus séduisants. Aujourd'hui, tout le monde va sur une marketplace acheter des produits, etc. Donc, on a voulu cette nouvelle plateforme Darty beaucoup plus fluide, beaucoup plus conviviale. Mais c'est normal, la techno a évolué en 10 ans. Vous imaginez bien que autant l'impression a évolué, mais les outils digitaux aussi. Et donc, en fin de compte, on a voulu cette plateforme comme une plateforme, vous iriez sur darty.com. Voilà, c'est exactement ça. On retrouve exactement les mêmes familles de produits, tout ce qui est petit électroménager, tout ce qui est vitrine. Alors, c'est particulier, la vitrine. Tout ce qui est là, vous avez l'exemple sous les yeux, la mobilité urbaine qui commence à prendre beaucoup de place dans les rayons des magasins Darty en particulier. Mais donc, voilà. Et aujourd'hui, le vendeur, il se connecte, il a besoin d'un visuel, il va se connecter sur sa plateforme, il va être reconnu par son login, donc on saura s'il est déjà franchisé ou s'il est déjà un magasin intégré, parce que ce paramètre aussi est pris en compte en fonction du mode de paiement et de validation de l'achat et du panier. Donc voilà, l'intérêt c'est que par rapport à la première plateforme Fnac, vous avez un moteur de recherche vachement plus poussé que ce qu'on pouvait faire à l'époque. C'est que maintenant c'est devenu intuitif. Avant, il fallait écrire vraiment le nom de la PLV dont vous aviez besoin pour la retrouver. Maintenant, vous écrivez GEM, GEM, et vous avez tous les produits qui sont reconnus comme cette famille de produits qui s'affichent. Donc, et puis l'intérêt aussi, c'est que on a l'ergonomie aussi qu'offrent les sites d'achat traditionnels, je veux dire, qui sont devenus une norme pour le panier, pour directement relié au système de gestion intégré Darty. Donc, nous, on reçoit un bon de commande automatiquement. Enfin, tout ça, c'est fluide pour la personne qui est devant son écran. Donc, le vendeur du rayon disque ou du rayon aspirateur, il commande, il passe sa commande. Alors, moi, ce que j'essaie de faire, et là, je pense qu'on en a discuté aussi avec les gens de chez Darty, c'est que j'aimerais aussi qu'on arrive à sensibiliser la personne qui est devant son écran au moment de valider son panier, de l'inciter à aller voir son collègue qui est lui, s'il est lui sur l'aspirateur, aller voir son copain sur la cuisine, dire voilà, est-ce qu'on peut pas optimiser? Et donc, je suis en train de travailler sur un système de calcul sur le bilan carbone que pourrait avoir l'expédition de cet envoi. Autant on travaille en amont sur l'éco-conception, voilà comment optimiser une matière, comment optimiser un format, comment on peut demain remplacer le PVC par un carton si l'usage est le même en magasin. On est sur de la théâtralisation, on est sur de la signalétique. Donc je pense que demain, supprimer les matières, c'est pas bien et je sais, plastique entre guillemets, mais dans les magasins, si on pouvait y arriver. Mais donc ça, c'est l'amont. Mais en aval aussi, c'est motiver le magasin à mutualiser son propre panier
pour effectivement, déjà, il y a un aspect économique, faut pas se mentir. Le premier kilo avec un tel transporteur, c'est toujours un préfixe, mais le deuxième kilo, il est variable. Donc, déjà, il y a l'aspect économique sur la valeur intrinsèque du panier en disant, si je fais un achat groupé, je vais payer moins de frais de port. Mais aussi, et j'aimerais bien, et donc je travaille là-dessus, c'est effectivement calculer le bilan carbone d'une expédition vers un magasin. D'accord. Et donc là, actuellement, le projet de Darty, donc chacun valide donc sa commande et ça génère les factures ensuite directement. Et en termes d'automatisation, donc un sujet aussi qu'on a abordé avec Olivier, vous, est-ce que c'est directement plugué à votre production? La commande passe en flux direct avec une automatisation complète, comme un web to print, on va dire. Dans nos secteurs, en fait, c'est e-commande et ça part en production immédiatement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la configuration de la signalétique Darty, c'est vrai qu'on a un parc machine qui est assez complet. On va du petit format au grand format. Donc, aujourd'hui, on nous a pas demandé non plus, peut-être que ça se fera demain, mais de réfléchir à notre plateforme de Web2Print comme une marketplace qui serait demain connectée à un fournisseur d'accessoires. Par exemple, c'est pas notre finalité à nous de vendre des petits crochets, des petites choses comme ça. Aujourd'hui, moi, la plateforme, elle a été réfléchie. Je peux facilement le faire. Mais pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, 100% des supports qui sont mis à disposition sur le Web2Print Darty sont fabriqués chez nous. Et effectivement, c'est posé la question au mois de mars dernier, vous vous souvenez du mois de mars, et c'était de savoir si effectivement on allait au bout de notre vision sur l'automatisation de tout ce qui est commande en plateforme, parce que là aujourd'hui, effectivement, on vous présente Darty, mais on en a d'autres derrière. C'était aussi de voir comment optimiser notre productivité. Et donc, on a fait le choix effectivement en mars d'aller au bout de notre vision, c'est-à-dire d'investir dans un ERP qui va gérer d'une manière automatisée l'ensemble de nos commandes. Et donc, alors effectivement, le client, ça change rien. Et pour le magasin, le client final, le magasin, ça change rien pour lui. Mais aujourd'hui, pour nous, pour la production, pour peut-être voir nos délais un petit peu plus raccourcis, des choses comme ça, pour avoir une réactivité plus importante. Aujourd'hui, oui, effectivement, tous nos produits, à l'inverse de la plateforme Fnac que vous aviez vu, vous aviez montré précédemment, où là, on avait une commande, on devait aller rechercher le fichier natif, etc. Là, derrière, tout ce que vous voyez, là, pour Darty, tout est connecté à notre ERP. Et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé aussi pour l'ensemble de nos clients sur un catalogue de matières récurrentes, dans le sens où on travaille sur des formats prédéfinis. Comme ça, en fin de compte, notre système automatisé reconnaît tel produit, tel format, ça va s'imposer automatiquement et ça va directement sur les lignes de production. Oui, donc en productivité, en rentabilité, pour vous, c'est quand même un investissement majeur. C'est un investissement majeur qui va nous permettre déjà d'aller jusqu'à la facturation automatique, parce qu'on parlait effectivement, une des difficultés à laquelle on est souvent confronté quand on est une PME, une TPE, c'est effectivement les délais de facturation. Et là, en plus, on a sécurisé le tout, et Darty, je les en remercie aussi pour ça, c'est qu'aujourd'hui, chaque magasin, quand il est dans un magasin intégré, chaque magasin, quand il fait son panier, c'est connecté directement à leur système de validation d'achat. Donc, ça génère un numéro de commande automatique que l'on va recevoir et qui valide effectivement la commande. Seules les commandes pour lesquelles on a reçu ce qu'on appelle chez eux un smart buy sont mises en production. Et tout ça, c'est vertueux parce qu'en fin de compte, entre le moment où le magasin décide de commander la nouvelle PLV pour effectivement ce fabricant de smartphone et le moment où on produit, tout ça, voilà, c'est un clic de magasin, c'est connecté, il n'y a pas d'action à faire lui-même, c'est connecté directement au système de validation et lui, c'est connecté à notre système de production jusqu'à la facturation. Donc effectivement, les temps qui sont de productivité seront demain meilleurs et le client bénéficiera et nous évidemment aussi. Sachant que dans le modèle Darty, on n'a pas de système de super valideur, mais on peut imaginer demain un magasin qui ouvre, une ouverture de magasin, c'est toujours un gros investissement, etc. On peut proposer à nos clients de mettre un système de super valideur par rapport à un montant de panier déterminé. Et voilà, on peut effectivement mettre différentes alertes. C'est un outil
Là, à l'indifférence de Fnac, où on a tout créé, on a travaillé avec des développeurs. Moi, à l'époque, je savais même pas quoi ça ressemblait un développeur, enfin, blague à part, mais on avait tout construit. Là, aujourd'hui, on a investi dans un bloc qui nous permet justement après de faire du sur-mesure. Vous parliez tout à l'heure, Cécile, de la variabilité, de la personnalisation. Évidemment, tous les supports que l'on met à disposition sur les plateformes de commande sont personnalisables. Ça va de la fiche horaire où le magasin est ouvert de telle heure à telle heure et du lundi au dimanche. Donc ça, c'est une partie variable, mais c'est variable aussi dans le format, c'est variable aussi dans la manière d'imprimer. Donc oui, là aujourd'hui, bah, je parlais des mois de mars tout à l'heure sur des décisions importantes qu'on a prises comme effectivement valider et conforter l'investissement dans le RP. Et ben, ce mois de mars aussi m'a permis aussi de faire un bilan de compétences quelque part de l'entreprise. Et on a un parc machine, effectivement, qui nous permet justement de faire, on n'est que en digital, on fait que du numérique. Donc, effectivement, de pousser la personnalisation beaucoup plus loin. Demain, vous pouvez télécharger votre propre visuel. Là, après, c'est à vos risques et périls. Hein. Il n'est pas bon, enfin voilà, c'est. Et d'un autre côté, demain, on peut télécharger un visuel, on peut télécharger une base de données, même au format Excel, pour faire un mailing personnalisé. Aujourd'hui, notre plateforme de Web2Print, qui demain soit un marketplace, si je le redis, parce que je pense qu'on n'est jamais plus fort qu'à plusieurs. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas faire du 7 par 3. Ma finalité, c'était pas vendre des petits accessoires. Ben, aujourd'hui, voilà, la satisfaction du client final, qu'il s'agisse des services merchandising, marketing, etc., qui sont nos interlocuteurs directs et nos donneurs d'ordre, mais on n'oublie pas qu'on est aussi au service du magasin, du point de vente. Et donc, aujourd'hui, la satisfaction du magasin qui va recevoir une notif, merci sous 4 jours, qui reçoit aussi une notif en disant bah, écoutez, parce qu'on on est en train de mettre en place aussi des systèmes avec notre pour que le tracking soit fait directement par le magasin, parce qu'effectivement, on a des outils qui sont 24 heures disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une évidence. Chacun passe sa commande quand il le souhaite. Pendant nous, on est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et le fait d'avoir mis en place aussi tout ce système d'automatisation, comme là sur la partie basse du slide que vous passez, la mise en place du tracking est aussi un moyen de sécuriser et de réassurer quelque part le magasin. C'est-à-dire qu'il a bien reçu un accusé de réception, que sa commande a été bien prise en compte, mais aussi maintenant il va recevoir une petite notif en disant voilà, ton colis est parti de chez Ryu ce mardi soir, tu vas le recevoir sous 24 ou 40. Après, ça dépend des contrats qu'on a passés avec les transporteurs. Sur justement l'ouverture de la plateforme à d'autres prestataires sur des produits que vous ne seriez pas en mesure de fournir parce que vous n'imprimez pas de très très grands formats ou vous ne fournissez pas d'objets pub. Donc ça, c'est une option, parce qu'on a eu des coupures de réseau, mais c'est une option qui est possible. C'est-à-dire que si Darty demain veut intégrer ce type de format, via cette plateforme, vous pourriez mettre en relation comme une marketplace. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Parce qu'en fin de compte, notre modèle économique est fait aussi sur mesure. On parlait de la personnalisation des contenus imprimés, mais aussi notre démarche service est aussi sur mesure. D'aucuns vont proposer, par exemple, on a des plateformes de Web2Print où on n'a qu'un interlocuteur, c'est le service des achats. Et effectivement, ils ont pris le parti de dire, voilà, on vous paye un abonnement, si vous payez l'hébergement annuel, trimestriel, peu importe. Donc ça, effectivement, c'est du travail, la mise à jour des supports, la mise à disposition, l'hébergement, c'est une réalité. Donc, il faut bien qu'on le paye. Donc, certains, nos clients ont décidé effectivement de payer un abonnement. Voilà. D'autres ont dit qu'on préfère intégrer ces coûts au prix de l'imprimé. Donc, effectivement. Après, on peut avoir une réflexion aussi, magasin intégré, magasin franchisé. Ça ne s'est jamais fait, mais c'est aussi là du sur-mesure. Et pour répondre plus précisément à votre question par rapport à l'ouverture, moi aujourd'hui, une chose, c'est que on fait déjà de belles choses, on fait déjà de beaucoup de choses. Demain, j'ai pas envie de faire du. Demain, je ne sais pas faire la bâche pour recouvrir un monument ou un magasin, etc. Il y a des gens qui le font très bien. Donc, pourquoi pas travailler ensemble? Après, c'est juste quoi? C'est une mise à disposition. Il va recevoir une notification, comme le magasin le recevrait. Il a une commande à disposition. Effectivement, dans laquelle je ne veux pas rentrer, c'est être responsable de ce que pourrait faire mon confrère ou la personne qui s'occupe des accessoires. Donc effectivement,
Là, pour l'impact environnemental, c'est moins bien, mais le magasin recevra demain 2 colis, un du fournisseur A et un du fournisseur Rio. Voilà. Mais je n'ai aucune. Alors, c'est vrai que ça peut un peu paraître particulier parce que j'ai baigné dans le monde de l'imprimé depuis que je suis haute comme 3 pommes. C'est vrai que c'était assez particulier cette approche qu'on a, mais je pense que voilà, c'est comme plus on offrira des solutions Web2 comme peut le proposer Himalaya sur du print, sur de la vidéo ou des choses comme ça, c'est l'avenir. L'outil du digital nous permet de rendre demain l'imprimé intelligent. Vous me connaissez, Cécile, c'est vraiment comment je veux dire, mon bateau de pèlerin, c'est l'imprimer à de l'avenir, mais il faut juste le rendre intelligent et surtout éviter que on l'utilise à mauvais escient. Demain, vaut peut-être mieux une campagne SMS plutôt qu'une campagne papier, mais je suis convaincue que l'imprimer en le rendant intelligent d'une manière économique, écologique et dans le respect du contenu, c'est-à-dire que aujourd'hui, peu importe le média, c'est effectivement, je rejoins Olivier là-dessus, c'est ce qu'on a à dire qui est important. Et donc, l'imprimé a encore sa place. Et effectivement, moi, demain, l'ouvrir à des confrères, je n'y vois aucun inconvénient. Merci. Je voudrais rebondir sur le fait d'avoir justement des modèles économiques différents en fonction des clients et des choix différents de plateformes. Olivier, donc vous m'avez dit que NJ, donc vous l'avez développé, c'était une solution personnalisée, mais j'imagine que ces solutions sont dans l'air du temps. On le voit, elles incarnent aussi des valeurs fortes qui ont été on va dire, dopés par cette crise où les consommateurs, quels qu'ils soient professionnels ou particuliers, maintenant prennent en compte pour prendre leurs décisions d'achat. Est-ce que vous aussi, vous avez d'autres projets similaires à celui d'Engie pour d'autres clients, des projets comme ça sur mesure que vous développez aujourd'hui? Oui, on en a. Oui. Alors, on a des clients qui sont dans la même démarche qu'Engie Solutions et qui veulent vraiment prendre les devants pour harmoniser leur charte, faire des économies, être plus responsables dans la manière d'acheter. Mais par contre, nous, chez Himalaya, c'est quelque chose qu'on veut développer absolument, qu'on veut proposer à des clients qui auraient peut-être pas pensé que ce système économique était compatible avec leur potentiel à eux et leur marché, mais en fait, si. Parce qu'encore une fois, l'outil digital, c'est un outil qui est adaptable. Et il faut jamais oublier que la base, c'est toujours la réflexion. On va passer beaucoup de temps à réfléchir par rapport à un besoin, par rapport à un service qu'on peut proposer pour améliorer, que ce soit la vente, l'accès à l'achat, enfin, réduire les process, etc. Mais en l'occurrence, le digital, il peut s'adapter à tout aujourd'hui et à tous les Et par secteurs. exemple, vous avez un exemple que vous pouvez déjà nous citer de d'autres types de projets sur d'autres développements pour un client ou c'est trop Alors, tôt? on peut utiliser ce même type de plateforme, mais de manière beaucoup plus allégée pour des produits beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus nichés. On peut utiliser. Alors c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un projet notamment. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore abouti vraiment. C'est en phase de réflexion, mais on a un projet d'accompagnement client où là on va vraiment travailler sur comment faire en sorte de simplifier la complexité d'achat. C'est-à-dire, on a une grosse demande à un niveau national pour consommer beaucoup de produits qui sont peut-être même pas répertoriables aujourd'hui parce que il y en a beaucoup trop. Et notre travail, c'est de réfléchir à la création d'une plateforme qui permettrait déjà dans un premier temps de simplifier ce volume de produits, de les recentraliser sur des dénominations de produits beaucoup plus simples à comprendre pour les collaborateurs, parce que ça, c'est important aussi, et de pouvoir mettre en face à la fois l'unité de production, mais aussi tout le process de suivi, etc., quoi. Et ça, aujourd'hui, sans le digital, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas possible. Donc, on investit, la question, c'était un outil d'innovation pour le print. On avait pris le print, évidemment. Mais la réponse est donc oui. En fait, aujourd'hui, les investissements, Mélanie, que ce soit vous, Mélanie, ou vous, Olivier, se font dans le digital pour justement développer ces marchés qui sont vos marchés historiques, du print ou du design stand. C'est vraiment la clé, le levier de croissance qui fait que, selon vous, vous continuerez à vous développer. Oui, parce C'est qu'en bien. plus, ça a été le cas dans beaucoup d'autres secteurs. Par exemple, moi, je prends souvent cet exemple-là parce que j'habite à Nîmes, enfin à côté de Nîmes, et la ville de Nîmes a souffert énormément de la décentralisation des commerces il y a quelques années. Et une des choses qui a permis de pouvoir, aux petits commerces de centre-ville, de pouvoir s'en sortir,
c'est le fait de compenser une partie de la perte de chiffre d'affaires avec la digitalisation et le fait de proposer leurs produits sur des boutiques en ligne, etc. Donc l'outil digital, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est antinomique avec le fait de rencontrer les gens, parce que ça leur permet au contraire de leur apporter une expérience de consommation qui va être différente du présentiel. Et je veux dire, à une époque où on est en train de s'apercevoir que le cinéma, qui était tant protégé pendant de nombreuses années, encore il y a 2 ans, aujourd'hui, ben, il vient chez nous parce que nos écrans se sont agrandis, parce que économiquement, c'est plus facile de se payer un grand écran, un bon son, et que Netflix a apporté la solution cinéma à la maison. Et le digital, en fait, c'est ça. C'est comment faire vivre une expérience, comment rendre accessible facilement une expérience, qu'elle soit de consommation ou tout autre, à une entreprise, à un particulier, grâce à l'outil digital. Voilà. Aujourd'hui, Mélanie, je sais que vous avez continué malgré la crise, malgré vous travaillez beaucoup pour la grande distribution, donc ça a eu beaucoup d'impact sur la création des AV, mais vous avez continué à investir et vous recrutez. Et ce n'est pas forcément tout de suite dans les machines, puisque votre parc est complet, mais dans le digital, finalement. Complètement, oui, mais c'est pour ça, je suis convaincue de ce mixte entre le digital et le print. Et vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, vous nous aviez fait intervenir ne nous appelez pas imprimeur, et je le revendique jusqu'au bout. Et effectivement, je ne peux pas faire la distinction entre le média imprimé et le média digital, puisque je pense qu'ils se complètent. Là, aujourd'hui, effectivement, l'investissement et la vision, donc je vais me mettre un peu dans une position de start-up, mais là, je vais aller chercher des fonds pour développer une application qui permettra effectivement de rentrer dans ce cercle vertueux que j'aimerais bien mettre en place autour de l'imprimé, c'est-à-dire éco-conception, donc on réfléchit à son contenu, aux matériaux qu'on utilise, mais aussi est-ce que ce que l'on produit aujourd'hui est bien utilisé. Je parle du point de vente. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'envoyer un kit de PLU en magasin si le magasin n'est pas motivé à mettre tout ce qu'on lui envoie en place. Donc effectivement, là, voilà, j'ai une idée bien précise de comment je peux faire en sorte que l'imprimé que l'on envoie soit bien utilisé, soit bien exploité. Et effectivement, mais là, on s'éloigne du digital, mais ça reste quand même. Là, je suis en train de travailler aussi sur un pilote sur la récupération des PLV que l'on a produits pour effectivement soit les recycler, soit leur donner une seconde vie. Donc effectivement, le mixte digit print, j'y crois à fond. Par contre, pour rebondir ce que disait Olivier, c'est que on a souffert, mais ça, je pense que c'est très franchouillard, pardon l'expression, mais on nous a mis effectivement dans cette case d'imprimeurs en disant, bah, ils sont imprimeurs, ils mettent de l'encre sur un support, mais on n'est pas capable de faire autre chose. Si, et puis en plus, historiquement, on vient de la conception, on appelait ce qu'on appelait à l'époque la photocomposition, donc la donnée, on sait ce que c'est. Et donc, effectivement, on avait voulu créer il y a une dizaine d'années une entité chez nous, puisque vous savez, c'est autour de la conception, l'impression, le digital et le merchandising. On avait voulu créer une solution multicanale et il faut bien reconnaître que ça a été un échec, mais c'était pas un échec dans l'idée de ce que l'on avait voulu faire à l'époque, c'était un échec dans la manière dont ça a été perçu. Donc aujourd'hui, pour aller effectivement dans le sens du digital, c'est que on s'est associé il y a 2 ans maintenant à un marketeur vraiment avec qui on a créé Papers et qui s'occupe effectivement de tout cet aspect multicanal. Olivier parlait tout à l'heure de l'accompagnement des petits commerces. Aujourd'hui, toutes ces solutions en web to print, demain, ça peut être du web to je ne sais pas quoi. C'est en construction. Et donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Papers, il est bien fait. Je dis pas ça parce que voilà, mais dans tous les cas, voilà, c'est juste pour vous dire que le digital, franchement, fait bouger les lignes et ce que l'on a fait hier apporte du crédit à ce que l'on fait aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans 2 ans parce que c'est ça qui est formidable dans nos métiers, c'est qu'on a une multitude d'interlocuteurs avec qui on grandit, avec qui on progresse. Je parlais tout à l'heure de l'affection que j'ai pour la FNAC tout à l'heure. Effectivement, ils nous ont fait confiance, ils nous ont mis le pied à l'étrier et effectivement, leur site de l'époque nous a servi aussi de vitrine et de relais. Donc voilà, ce qui fait que Darty aujourd'hui sera bientôt servi de son propre site et voilà, je suis persuadée que ça ira de toute façon. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'avoir partagé avec nous vos stratégies, vos convictions. J'ai bien fait attention à ne pas dire que vous étiez imprimeur, ni que vous étiez standiste ou design stand. J'ai bien compris que c'était beaucoup plus complexe que ça, que les frontières avaient
extrêmement, enfin, avaient beaucoup bougé et que vous étiez plutôt, enfin, c'est comme ça que je le vois, des partenaires de développement pour vos clients. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à vous qui nous avez suivis ce matin. Alors, si vous souhaitez réécouter cet échange, sachez que vous pourrez retrouver très rapidement le replay sur le site de notre salon, salon-cprint.com. Prochain rendez-vous des Cprint Days, c'est aujourd'hui à 13h30. On parlera de Wrap, c'est le moment, c'est Wrap. Nous parlerons de formation sur un métier qui existe depuis longtemps mais qui n'avait pas de nom et qui a maintenant trouvé son nom, médiaplicateur, avec sa formation, le certificat de qualification professionnelle. C'est un métier qui a beaucoup d'avenir. La première promotion est déjà à pied d'œuvre sur le terrain et nous aurons toutes les parties prenantes, du formateur jusqu'au premier médiaplicateur, avec nous pour vous donner toutes les clés pour réussir dans ce métier. Merci à tous les deux, merci à tous et à toutes et à tout à l'heure. Au revoir.